Donc je crois que vous vous attendez tous en fait de savoir maintenant qu'est-ce qui se passe dans la taxi de Friedreich, parce que pour l'instant c'était très général. Et donc Claire va nous faire va nous montrer un peu en gros qu'est-ce qui se passe dans la taxi de Friedreich dans le monde entier. Voilà, donc maintenant bon, je pense qu'on a à peu près tous les éléments pour commencer à aborder cette partie. Alors je vais commencer sur ce très très beau schéma qui a été fait par Jen, ici présente. Donc, on la remercie beaucoup. Donc, elle travaille à l'association FARA américaine. Et vous voyez déjà un premier effet d'une collaboration internationale. C'est un graphique qu'on utilise très très régulièrement pour nous-mêmes, cliniciens, chercheurs, se rappeler un petit peu où on en est des essais. Et je rencontre Jen pour la première fois aujourd'hui. Donc, je voudrais remercier Juliette de me donner cette belle occasion. Moi, je peux juste dire sur ce graphique, si vous prenez des photos, vous verrez que le graphique n'est pas le même que l'année dernière, ni celui de l'année d'avant, ni celui de l'année d'avant. Et c'est très important, ça veut dire qu'on avance. Ça veut dire dans ce processus d'essai clinique, il y a des choses qu'on met de côté en disant c'était pas la bonne hypothèse, c'était pas la bonne molécule, et il y a des choses qui avancent dans les phases. Voilà. Donc, vous allez reconnaître ici en haut les étapes dont vous ont parlé Massimo et Isabelle. Donc ici vous avez les étapes précliniques. On avait parlé de l'animal, des cellules, et à partir d'ici sont les étapes chez l'homme avec la phase 1, la phase 2 et la phase 3, donc sur un plus grand nombre de patients. Et donc vous pouvez d'emblée voir que en majorité, on est sur des essais qui en sont à la phase 1, voire à la phase 2. Et on a, à partir de là, beaucoup moins d'essais qui arrivent à la phase 3. Ça, c'est la première remarque. Ensuite, Jen nous a fait des classements par mécanisme d'action, grand groupe de mécanismes d'action. Et donc, je vais reprendre sa classification. Donc, en rouge, elle a mis d'abord les essais qui ont pour but d'améliorer la fonction mitochondriale. Donc, la mitochondrie, la petite centrale énergétique de chaque cellule, mais très importante. En violet, des essais qu'on va plus appeler symptomatiques. En bleu foncé, ici, des essais qui vont plutôt viser à augmenter ou à moduler l'expression de la protéine frataxine, qui est bien donc cette protéine qui manque dans la taxie de Friedreich. En jaune, d'autres essais qui visent à soit remplacer, stabiliser, augmenter la frataxine. En vert, les essais qui visent à moduler l'expression du gène, et l'objectif est toujours d'augmenter la synthèse de la frataxine. Et en orange, un peu plus bas, les essais de thérapie génique. Donc moi, je ne vais pas vous parler de tous ces essais, comme vous voyez, il y en a beaucoup. Je vais vous parler principalement de 2 essais auxquels participe le centre de référence, et notamment le site parisien, et puis une petite diapo sur quelques autres essais. Alors, donc je vais commencer par l'étude Frames de Minorix thérapeutique. Il s'agit d'une étude européenne de phase 2A. Alors là, c'est des mots qu'on n'a pas encore abordés. Randomisés. Donc les patients sont tirés au hasard pour savoir s'ils vont recevoir la molécule ou s'ils vont recevoir le placebo. En double aveugle, c'est-à-dire que le patient ne saura pas s'il a la molécule ou bien le placebo, et le clinicien évaluateur ne sait pas non plus si le patient a la molécule ou le placebo, et qui évalue l'efficacité de ce traitement qui s'appelle MIN102 contre placebo chez des patients atteints d'ataxie de Friedreich. Donc pour cette étude, on inclura 40 patients et 10 patients pour la France, avec un ratio 2:1 traitement versus placebo, c'est-à-dire que dans cette étude, pour 3 patients, 2 seront tirés au hasard et auront le traitement, et 1 sera tiré au hasard et aura le placebo. Les autres centres que vous voyez ici, donc la France, Bruxelles, Barcelone et Munich. Merci. Et Madrid. Alors, les critères d'inclusion principaux. Donc, on vous parlait tout à l'heure de
d'une certaine sélection qu'on était obligé de faire pour les essais cliniques. Je vais vous parler un peu de cela. Donc ici, il s'agit d'une étude qui peut débuter chez l'enfant puisque l'âge minimal est de 12 ans, ce qui est quand même important et intéressant pour pouvoir inclure des enfants, et un âge maximal de 60 ans avec un âge de début de moins de 25 ans. Donc c'est-à-dire, on va dire que c'est cet ataxie de Friedreich, on va dire classique et pas qui débute trop tard. Une échelle SARA inférieure à 25, c'est-à-dire que en gros c'est une sévérité légère à modérée, mais c'est pas une sévérité trop importante. Donc les patients qui ont une atteinte très importante ne pourront pas participer à cet essai. Notamment pour l'item de marche. Donc schématiquement, il faut pouvoir quand même faire quelques pas. Alors pourquoi on en a déjà parlé un petit peu. C'est pas parce qu'on pense que ça ne marche pas chez les personnes qui ont une atteinte très sévère. C'est parce qu'on pense que en fait, les biomarqueurs, notamment les échelles cliniques, mais aussi pas seulement, peut-être ils sont un peu plus sensibles chez les personnes qui ont une atteinte pas trop évoluée. Et de ce fait, en restreignant la cohorte de gens, en focalisant sur les personnes qui ont une atteinte pas trop importante, on se donne plus de chances, avec les outils d'évaluation qu'on a, qui sont les échelles cliniques et les biomarqueurs, de montrer une efficacité. Autrement dit, on se donne plus de chances de ne pas de voir une efficacité et du coup que d'avoir un essai positif. Donc ici, on aura une durée de participation de 12 mois, 7 visites en 12 mois, c'est pas mal, c'est même plutôt beaucoup, et 3 IRM en 12 mois. Alors, le MIN 102 est donc un métabolite actif d'une autre molécule qui s'appelle la plioglitazone, dont vous aviez peut-être déjà entendu parler. On n'a pas encore montré d'efficacité clinique de cette molécule, mais il y avait des données précliniques intéressantes. Et ce métabolite actif aurait un meilleur profil de sécurité et de pénétration. Voilà pourquoi on est reparti sur un essai de ce type avec un début. Alors, c'est pas très clair parce qu'on est fin avril 2019. Voilà, en tout cas prochainement pour le site parisien. Et Claire, oui. Comment on fait pour rentrer dans cet essai ? Alors, j'aurais pu mettre l'email ici de Marie Biette, qui est l'attachée de recherche clinique du Centre de référence neurogénétique, mais on le donnera à Juliette pour qu'elle le transmette dans le compte-rendu et le journal. Donc, on a un email de notre attachée de recherche clinique. Tout le monde peut la contacter et ensuite elle vous recontacte. Et bien sûr, elle doit vérifier différents critères, notamment ce qu'on appelle les critères d'inclusion, on en a parlé, les critères d'exclusion. Et ensuite, pourquoi pas, c'est possible. Par exemple, prenons cette diapositive. On parlait tout à l'heure des évaluations. Donc dans un essai clinique, il y a plusieurs sortes d'évaluations. Il y a des évaluations qu'on appelle cliniques, c'est-à-dire vous êtes face à un praticien, un neurologue la plupart du temps, qui va vous faire des tests. Parmi ceux-ci, on a l'échelle clinique préférée des praticiens qui voient des patients qui ont une ataxie, c'est l'échelle SARA, puisque c'est une échelle clinique qui est assez rapide, pratique, qui est intégrée, on va dire, à notre examen clinique habituel. D'autres types d'échelles, là le CCFS qui est cet outil sur lequel vous avez 3 petits tests intégrés ou 2 ou 3 petits tests intégrés, par exemple mettre des bâtons dans des trous, c'est chronométré, cliquer entre 2 points, c'est chronométré, et selon le score, le score vous indique un degré de sévérité, on va dire un petit peu objectif. Ici vous avez une échelle de qualité de vie, une échelle de fatigue, des activités de la vie quotidienne. En deuxième colonne, vous avez l'IRM. Et j'ai mis en gras ici la surface de la moelle épinière cervicale entre C2 et C3 en millimètres carrés. C'est en gras. Pourquoi ? Parce que c'est le critère d'évaluation principal dans cette étude. Donc on revient sur la question des biomarqueurs. On estime que la mesure de cette zone très précise de la moelle, suivie sur 1 an, avec des patients traités versus des patients pas traités, peut-être cette mesure pourrait nous donner une indication sur l'efficacité de ce traitement dans un temps limité. Voilà.
Il y aura d'autres mesures faites en IRM et puis également des tests biochimiques. Donc vous voyez que c'est pas rien de participer à un essai clinique. Je vais passer à un deuxième essai dans lequel notre centre parisien est impliqué, c'est NICOFA. Alors NICOFA est une étude multicentrique, donc avec plusieurs centres, comme tout à l'heure, de phase 2-3, randomisée en double aveugle, versus placebo, qui évalue l'efficacité d'une nicotinamide chez des patients atteints d'ataxie de Friedreich. Donc là, vous voyez qu'on est sur une cohorte beaucoup plus importante, 225 patients, 13 à 17 pour la France, et avec le même ratio 2 pour 1, c'est-à-dire pour 3 patients, il y en a 2 qui recevront au hasard le traitement et 1 aura le placebo. Encore une fois, des critères d'inclusion clinique basés sur l'échelle SARA. Alors ici, âge entre 18 et 50 ans, donc cet essai ne prend pas d'enfants, et un poids minimum de 50 kg. Une durée de participation de 24 mois, donc là il s'agit d'un essai assez long, puisqu'en général, on essaye de se limiter à 12 mois. 6 visites, mais vous voyez, 6 visites sur 24 mois, il est long, mais il est un petit peu moins lourd quand même que le précédent, où vous aviez plus de visites en 12 mois. Et 3 IRM. Alors, le nicotinamide, c'est la vitamine B3, et il y a eu un très beau papier en 2014 qui a montré que la vitamine B3, elle augmente l'expression de la frataxine chez quelques sujets atteints d'ataxie de Friedreich. Donc là, on n'était pas sur une efficacité préclinique, il y avait des données chez l'homme, et c'est pour ça on arrive à une étude de phase 3. Alors, voici le même type de graphique que tout à l'heure, mais pour l'étude NICOFA. Donc, ça se présente un petit peu différemment que tout à l'heure. Donc là, c'est les visites V1, V2, V3, etc. Et avec à chaque fois les tests qui seront faits aux patients qui participent à l'essai. Avec, comme tout à l'heure, des tests cliniques, des tests biologiques, c'est-à-dire des prises de sang, pour faire plus simple, une évaluation cardiaque et une IRM cérébrale. Donc vous voyez, par exemple, ici, les échelles cliniques, ce sera à chaque fois les tests biologiques, globalement, pas tous, mais il y aura une prise de sang à chaque fois, dont l'analyse de l'expression de la protéine frataxine et 2 IRM. Est-ce que sur ces 2 études, vous aviez des questions? Et je me pose une question constamment. Pourquoi prend-on toujours des gens en début de maladie, et j'insiste, et qui marchent? Que fait-on des autres? Alors j'ai essayé de répondre tout à l'heure, mais bon, c'était peut-être pas bien expliqué. En particulier pour les échelles cliniques, je vais prendre ce critère d'évaluation-là parce qu'il est un peu plus simple. En fait, ces échelles, elles ont été étudiées, puis on voit qu'en fait, à partir d'un certain stade, il y a ce qui s'appelle un phénomène de plafonnement de l'échelle, c'est-à-dire que la sévérité continue à augmenter, mais l'échelle n'est plus modifiée. Donc c'est un défaut de l'échelle. Et on va dire qu'un peu tous les critères d'évaluation ont potentiellement ce type de défaut, pas tous, hein, des fois il n'y a pas ce phénomène de plafonnement, mais souvent il y a. Et donc pour augmenter les chances de montrer un effet là où il existe un effet, parce que ce qui est grave quand même, c'est de ne pas montrer un effet quand il existe un effet. Ça, c'est quand même très dommage. Et ce serait dommage que parce qu'on veut inclure des personnes qui ne marchent plus, qui ont largement autant le droit que les autres, je dirais, de participer, de contribuer, parce qu'on fasse ça, on ne montre pas d'effet là où il y a un effet. Et donc, c'est ça qu'on veut éviter. Donc, je m'excuse, ce n'est pas de la discrimination, c'est simplement se donner toutes les chances possibles d'avoir un effet positif. Et ensuite, comme disait Massimo, on ouvre, bien évidemment, s'il y a un effet pour cela, probablement qu'il y a un effet pour les autres. Et ce sera bien sûr proposé à tous les patients, quel que soit leur degré de sévérité. Mais là, encore une fois, on est dans un essai clinique. On se doit d'être le plus efficace possible. On a 12 mois, parfois un peu plus. Après, il y a encore 1 an, 2 ans d'analyse des données. Enfin, vous êtes mieux placés que nous pour savoir qu'il y a quand même une certaine urgence à avancer le plus vite possible. Voilà pourquoi. Je crois qu'on est d'accord sur le fait que, comme disait Massimo tout à l'heure, et on ne le dit pas assez, un essai reste un essai. Un essai, ça ne veut pas dire on a trouvé le médicament. Ça veut dire on va l'essayer.
Donc il y a quelque chose de très difficile à absorber, à avaler, c'est le fait que peut-être ça va échouer. Ça, c'est une première chose. Mais si ça marche, et si, pour que ça marche déjà, il faut le prouver, donc ça vous semble long, mais ça veut dire qu'il faut prendre toutes les mesures qu'il faut pour démontrer l'efficacité, et c'est effectivement beaucoup plus long que si on donne ça comme ça, puis finalement on n'en tire pas beaucoup de conclusions. Mais si ça marche, ça veut dire qu'on va l'étendre après l'essai, quand il est terminé, ça s'appellera plus un essai, ça veut dire qu'on va l'étendre à un maximum de personnes. Donc c'est vraiment ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pas parce que je ne marche plus, que je suis plus en début de maladie, que je ne vais bénéficier de rien. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Je voulais juste rajouter quelque chose d'important. Là, l'IRM est un potentiel biomarqueur, mais qui n'a pas prouvé, encore on n'est pas sûr, c'est un potentiel biomarqueur. Donc, c'est aussi pour ça que les biomarqueurs sont précieux, parce qu'ils peuvent aussi anticiper des résultats cliniques, c'est-à-dire qu'on voit par le biomarqueur un résultat plus tôt que ce qu'on peut voir avec nos yeux de cliniciens, et de manière plus fiable. Mais l'autre avantage que peut avoir d'avoir un biomarqueur qu'on a validé, c'est qu'à partir de ce moment-là, on n'a pas que la clinique pour évaluer l'efficacité, mais qu'on a d'autres choses comme l'IRM, comme des échantillons sanguins, qui permettent de se dire « Ah, là, c'est potentiellement efficace ». Et donc, ça nous permet, dans une maladie où on a du mal justement à trouver des patients et il y a une hétérogénéité, le biomarqueur peut permettre justement être une solution pour inclure ce qu'on ne peut pas faire actuellement, parce que si on veut prouver l'efficacité, on a des moyens cliniques et la marche est une évaluation clinique. Mais si on a des biomarqueurs, ça peut permettre d'étendre à des non-marchands potentiels les essais, ce qu'on ne peut pas faire. Donc il y a aussi cette question par rapport aux biomarqueurs je me suis permise d'intervenir parce que c'est très important, oui. Et c'est dans le cadre d'une table ronde. Donc il faut pouvoir aussi dire ça. Justement, les biomarqueurs, c'est pas que pour faire de la recherche pour de la recherche. C'est parce que tant qu'on n'a pas ça, on n'a que la clinique, et la clinique, elle est variable, et la clinique, c'est difficile à évaluer. Et c'est subjectif, ça apporte moins la preuve que quelque chose qui se mesure en millimètres, en milligrammes. Je remercie Isabelle d'avoir précisé ça. Les biomarqueurs, sans arrêt, on m'appelle et on me dit pourquoi la FAF, pourquoi l'argent qu'on arrive à trouver va dans les biomarqueurs. C'est pas un médicament. Et on essaie d'expliquer ça sans arrêt, que le jour où on aura des bons biomarqueurs, au bout de 2, 3 mois, 4 mois d'essai, on va dire « Oh là, stop, il faut arrêter parce qu'en fait, ça ne marche pas et on ne va pas gâcher du temps et de l'argent à attendre 2 à 3 ans de voir ce que donne l'essai. » Et l'année dernière, on a eu une grosse discussion avec Farah, avec Jen, notamment parce que l'argent qu'on avait recueilli par le rail d'Ataxia qu'on a fait entre Strasbourg et Lyon, plus de 100 000 €, Farah disait on voudrait le mettre d'abord dans les biomarqueurs, et au niveau CA et chez nous on disait mais non, les biomarqueurs ça sert à rien, nous ce qu'on veut c'est la guérison, et on avait beau expliquer, les personnes ne comprenaient pas. Récemment j'ai encore vu un couple qui après le Téléthon on s'est dit mais nous on va faire une start-up, on va faire des choses, etc. Et elle disait mais je m'en moque de vos biomarqueurs, et pourtant c'est très important. J'espère que vous comprenez l'importance. Peut-être que Jen veut dire quelque chose avec Hélène. Biomarkers are important, as you've heard, because we want them to help us make the trials shorter and more efficient, answer the question whether the drug is working more quickly and how efficiently. So les biomarqueurs sont importants parce que ça va nous permettre de raccourcir les essais cliniques et de gagner du temps pour pouvoir trouver une molécule efficace. We also hope that the biomarkers won't be as specific as some of our clinical measures, and we'll be able to use them at all stages of the disease. Donc on espère aussi que les biomarqueurs ne seront pas aussi spécifiques que les mesures cliniques, notamment les échelles,
et que du coup, on va pouvoir les utiliser à tous les stades de la maladie. Donc vous voyez, elle ne comprend pas le français, elle dit exactement la même chose qu'on vient d'entendre du côté français. Donc on est tous d'accord. Third, some of the biomarkers, like the one we funded through Peloton Le Soir, we're hoping that will give us digital biomarkers that will allow us to know how you're doing at home and cut down on the number of times you have to come to clinic and actually be measuring what's happening for you at home on a day-to-day basis rather than just how you do in the clinic. Donc certains des biomarqueurs sur lesquels qu'on finance, et notamment des biomarqueurs financés par l'argent qui a été par le peloton de l'espoir, sont des biomarqueurs digitaux qui nous permettent en fait d'essayer d'évaluer l'effet ou l'effet de votre vie quotidienne, donc de comment les choses se passent à la maison, qui vous empêche d'abord qui peut diminuer le nombre de fois où vous devez venir en clinique pour être évalué, mais surtout qui vous évalue dans votre quotidien. Et on sait très bien qu'au quotidien, c'est pas pareil que quand vous venez en clinique. Donc ce sont des biomarqueurs qui permettent de mesurer à distance ce qui se passe chez vous. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup d'avoir précisé cet aspect, c'est très important. Est-ce que vous voulez que je finisse juste? C'était les deux dernières petites choses. Non, merci beaucoup, c'est effectivement ça. Donc, des échelles cliniques qui sont imparfaites, à la fois faire des essais sur des nouvelles molécules, mais indispensablement des essais sur des recherches sur des nouveaux biomarqueurs qui nous permettent d'optimiser donc notre recherche. Là, j'avais juste repris 3 autres essais qui apparaissent dans le tableau de Jen pour vous donner une idée des autres essais dans le monde. Donc, par exemple, celui-ci, Omaveloxone RTA 408. Donc, c'est un activateur NRF2. Pour faire simple, il agit sur le stress oxydatif et la fonction mitochondriale également. Et donc, celui-ci, c'est un essai de phase 2 qui est en cours. Voilà. On n'a pas de site. On a des sites en France? Non, pas en France. Hein. Ok. Innsbruck, Milan, Londres. And Melbourne, Australia. En Melbourne. It's our first truly international clinical trial. C'est le premier essai complètement international. Voilà, et donc ces deux-là, EPI 743 et RT001, qui sont sur le graphique de Jen, sont des essais qui sont terminés, qui sont négatifs, donc pas d'effet indésirable, mais pas d'effet clinique démontré. Et donc Jen me disait qu'elle les laissait sur son tableau parce qu'il est possible que ces essais reviennent, mais avec des nouvelles stratégies. Donc voilà pourquoi je mets un petit mot quand même. Voilà, merci beaucoup.